Bonjour à tous, moi je m'appelle Emeline Cargolien, je suis interne en premier semestre en réanimation chirurgicale et aujourd'hui je vais vous présenter mon stage junior qui s'intitule PIC syndrome, reprendre ses esprits et qui va donc traiter de l'état de stress post-traumatique dans un contexte de syndrome post-réanimation ou en anglais post-intensive care syndrome. Déjà pour revenir un petit peu sur ce fameux PIC syndrome, donc il a été défini par la HAS comme un syndrome fréquent qui est défini par la survenue ou par l'aggravation donc dans les suites d'un séjour en réanimation de symptômes qui soient physiques, psychologiques, dont l'état de stress post-traumatique, psychiatrique et ou cognitif, et qui vont entraîner des limitations d'activité, altérer la qualité de vie et l'autonomie, et entraver du coup la réinsertion socio-professionnelle des patients. Donc nous, ce qu'on va retenir de cette définition, c'est le fait que ce soit fréquent et que ça a des conséquences assez importantes. Maintenant, donc c'est un sujet qui est extrêmement vaste avec des symptômes très variés. Donc j'ai choisi de me concentrer uniquement sur le syndrome de l'état de stress post-traumatique qui, pour rappel, que je vous représenterai après. Le PIC syndrome, donc c'est extrêmement varié. C'est une notion qui est très récente puisque au cours du siècle dernier et des dernières décennies, on a pu effectivement voir qu'un passage en réanimation ou en soins intensifs, ça avait des conséquences, donc que ce soit des symptômes physiques, donc connus depuis assez longtemps, et également psychiatriques et cognitives, donc dans plusieurs études, que ce soit à partir des années 50 environ, à partir de la création des unités de soins intensifs. Et c'est uniquement en 2012 où il a été fait le choix d'un terme général pour englober tous ces symptômes au cours de la conférence du Critical Care Medicine qui a eu lieu aux États-Unis. Et avec la crise Covid où les unités de soins intensifs ont été mises sur le devant de la scène, on a eu des nouvelles recommandations qui ont été faites par la HAS pour prendre en charge ces symptômes. Donc l'état de stress post-traumatique maintenant, c'est quelque chose qui est assez bien défini. On a 8 critères que je vais passer assez rapidement. Donc avec comme premier critère donc le fait d'avoir été confronté à la mort ou proche de la mort, donc assez fréquemment en réanimation, avec des symptômes d'intrusion, dont des souvenirs répétitifs, des réactions dissociatives, des réactivités physiologiques intenses. Et le critère C, donc, qui va être un peu celui le plus important au cours de cette présentation, le fait qu'on ait un évitement persistant des stimuli, et donc avec comme stimuli ici le passage en réanimation. Le critère D, donc, qui va induire donc, des profondes modifications de l'état d'éveil et de réactivité. Un critère E avec des perturbations du coup négatives sur la cognition et l'humeur associées à l'événement traumatisant et qui sont apparus du coup après le passage en réanimation pour nous. Le fait que ces symptômes durent plus d'un mois. Donc pareil, ça va être un élément important puisque tous les passages en réanimation ne durent pas forcément plus d'un mois. Donc ça va forcément induire du coup un suivi au long terme la question donc, du suivi en ville ou alors dans les autres services hospitaliers si la personne n'en est pas forcément ressortie. Le fait que donc, du coup, ça a des conséquences assez importantes, donc une détresse ou une incapacité importante dans les dimensions sociales, professionnelle ou toute autre dimension importante de fonctionnement, et le fait donc, que ce ne soit pas attribuable à une autre maladie ou à une substance. Donc, comme vu dans la définition précédemment, en fait, un état de stress post-traumatique en post-réanimation, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent d'après les études. Donc, en population générale, chez la femme, ça va être de l'ordre de 2,7%, chez l'homme de 1,2%. Et après un passage en réanimation, alors toutes les études ne sont pas concordantes, mais les chiffres varient entre 14 et 41%, donc quand même une prévalence qui est assez élevée. Donc là, par exemple, je vous ai pris une méta-analyse qui est apparue dans le Critical Care en 2019, donc il y avait plutôt une bonne méthodologie. Ils avaient sélectionné 48 études avec plus de 7000 patients et où ils avaient étudié donc, la présence de l'état de stress post-traumatique après la sortie de réanimation en fonction de différentes mesures, que ce soit avec un clinicien ou uniquement via des autoquestionnaires. Et ce qui en est ressorti de cette étude, c'est qu'on avait environ 1 patient sur 5 qui allait présenter un état de stress post-traumatique, donc environ 20%. Les autres résultats de cette étude, c'était qu'ils avaient évalué en fonction des différents délais, les différentes réponses qu'ils avaient pu avoir au fur et à mesure
après la sortie de réanimation. Donc on a un pic forcément dans les 3 premiers mois, avec un biais sur la limite entre un état de stress aigu, l'état de stress post-traumatique, qui peut concorder du coup à ce pic à ce moment-là. Et on voit quand même qu'on a toujours des chiffres entre 15 et 20% dans les résultats. Et enfin, ce qui était plutôt aussi important dans cette étude, c'était que, en fonction cette prévalence soit étudiée soit par un clinicien, soit par des questionnaires, on restait aux alentours de 20%. Donc ça veut dire qu'on a quand même des échelles qui sont assez pertinentes et assez efficaces finalement pour détecter et suivre l'état de stress post-traumatique. Donc les conséquences maintenant de l'état de stress post-traumatique, je pense que vous les connaissez un petit peu. Donc ça va forcément induire des répercussions donc, sur les fonctions cognitives, sur l'humeur. Ça va également avoir une répercussion sur tout ce qui est rythme de vie, sur le sommeil et donc dans ses relations sociales, que ce soit au travail ou avec ses familles et ses proches. Donc ça va toucher en fait tous les aspects de la vie quotidienne d'un patient et notamment toutes les fonctions qui vont lui permettre d'avoir un rythme de vie, une qualité de vie satisfaisante. Donc là, c'était une autre méta-analyse qui est reposée à peu près sur la même méthodologie, qui a comporté 15 études faites dans le monde entier, avec plus de 1000 patients du coup randomisés. Et effectivement, donc dans cette étude, donc on avait des critères d'inclusion, c'était uniquement des études observationnelles, mais avec des sujets majeurs qui sortaient de réanimation. Ils ont réévalué également donc, la prévalence, qui était similaire à celle vue précédemment, et ils ont déterminé les facteurs de risque, que je vous représenterai plus tard, et l'impact sur la qualité de vie, qu'ils ont calculé du coup via des échelles, donc l'échelle HRQOL, qui permet c'est un questionnaire sur les différents aspects de qualité de vie, que ce soit ses relations, son rythme de travail, son sommeil, etc. Et dans cette étude, on avait uniquement 4 études qui traitaient de la qualité de vie, mais seulement 2 ont montré un résultat significatif. Parmi donc, les études en fait, sur la qualité de vie qu'on va avoir dans l'état de stress post-traumatique, ce qui va être important en fait, c'est qu'il y a énormément de données manquantes, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, un des principaux symptômes de l'état de stress post-traumatique, ça va être l'évitement. Donc c'est quand même une pathologie qui est difficile à étudier au niveau de ses conséquences au long terme, puisque forcément les patients le plus fréquemment les plus graves ne seront pas représentés. Donc dans toutes les études que je vais vous montrer, il y aura probablement un effet de sous-estimation du coup des données. Donc on a vu qu'on avait une prévalence assez élevée, donc 20%, et qu'il y avait des conséquences psychologiques et sociales importantes. Je vais essayer de vous démontrer que c'est important de dépister et de prendre en charge, et ce, dès la réanimation, donc de manière la plus précoce possible. Alors du coup, qui est-ce qu'on va dépister ? Donc la HAS en 2023 a recommandé de dépister donc, avant le séjour en réanimation. Donc là, je vais vous présenter les facteurs de risque de développer un état de stress post-traumatique. Et donc avant le séjour en réanimation, ça va être les personnes qui vont être plutôt âgées, avec une fragilité clinique, une limitation fonctionnelle, des troubles cognitifs et des antécédents psychologiques ou psychiatriques. On va cibler plutôt pendant le séjour en réanimation donc les personnes qui ont comme motif d'admission le choc septique, le SDRA, qui vont présenter un délirium, qui auront une durée de séjour avec une durée de ventilation mécanique ou de traitement par catécholamine de plus de 3 jours, et certaines thérapeutiques dont les curares et benzodiazépines. Et à la sortie de réanimation, donc ça va être les patients qui vont présenter un statut fonctionnel qui est plutôt avec des séquelles, une dénutrition, des souvenirs d'épisodes délirants, une expérience négative du séjour et l'apparition précoce de symptômes psychologiques. Donc les recommandations de la HAS, c'est des recommandations qui ont été faites pour l'ensemble des symptômes du syndrome de post-réanimation. Et ensuite, dans les études, donc, vu que moi j'ai ciblé plutôt l'état de stress post-traumatique, ce qui est plus sensible par rapport à l'état de stress post-traumatique comme facteur de risque, on va retrouver donc, le sexe féminin, un âge jeune, les facteurs démographiques, donc on n'a pas eu de résultats satisfaisants dessus, l'agitation en réanimation, les souvenirs effrayants, psychotiques reconstruits. On va retrouver la durée de séjour prolongée, une durée de ventilation prolongée et l'utilisation des benzodiazépines.
Donc, parmi tout cela, en fait, on voit que finalement, les facteurs de risque sur lesquels nous, on va pouvoir avoir un impact, ça va être, bon, sur la durée de séjour et la durée de ventilation, faire notre possible pour que le patient soit soigné le mieux possible avec une durée de ventilation la moindre. Et ça va être également d'agir sur l'utilisation des benzodiazépines. Alors, pour faire une aparté sur les benzodiazépines, c'est quand même très débattu dans la littérature, donc ça va être des choses à suivre dans les prochaines années, puisque effectivement, donc les benzodiazépines, on va les retrouver comme parfois dans certaines études associées à un état de stress post-traumatique, mais ça va varier en fonction des dosages, ça peut varier aussi en fonction des molécules utilisées, et dans tout ce que j'ai pu retrouver là-dessus, il n'y a jamais eu d'association entre état de stress post-traumatique et propofol. C'est la seule chose assez consensuelle pour le moment qui a été montrée. Mais il y a quand même énormément de biais, puisque les benzodiazépines peuvent être un facteur de confusion. En effet, ça a été prouvé dans la littérature, dans plusieurs études, que c'était un facteur de délirium. Et le délirium est lui-même un facteur de risque d'état de stress post-traumatique, donc une relation qui pourrait être plutôt indirecte. Ou alors, ça pourrait être également un facteur aggravant ou parfois même déclencheur, puisqu'effectivement, dans les collèges de psychiatrie, on retrouve effectivement le fait qu'il ne faut surtout pas utiliser de benzodiazépines en cas d'état de stress post-traumatique et même juste après un événement traumatique, car ça pourrait potentiellement agir comme, faire partie des facteurs déclencheurs de ce syndrome. Donc ensuite, on a vu qui dépister parmi tous les patients qui vont arriver en réanimation, et donc du coup comment dépister un état de stress post-traumatique. Il existe différentes échelles que je vous ai résumées là sur cette diapositive. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il existe donc parmi toutes ces échelles, la plupart ont été plutôt bien, ont des résultats assez bons quant au suivi d'un patient qui est diagnostiqué donc par un clinicien. La plupart sont des auto-évaluations, donc c'est des tests qui sont assez faciles à réaliser par le patient lui-même avec quelques questions auxquelles répondre. Et il y en a uniquement une qui permet d'être fait avec un clinicien, mais qui dure extrêmement plus longtemps, 45-60 minutes, donc on ne pourra pas forcément se permettre de réaliser ça avec tout le monde et de manière régulière. Mais en tout cas, on a d'autres options pour le suivi. Et notamment, donc, la HAS, elle préconise d'utiliser en dépistage l'échelle PCL5. Donc, c'est une échelle qui présente 17 items, qui va être du coup en auto-évaluation, que le patient peut réaliser seul, avec plusieurs catégories d'items qui vont retrouver donc, la symptomatologie définie au départ. Et ils ont défini un seuil donc, de 44 sur ce test pour dépister et suivre un état de stress post-traumatique. Il y a plusieurs versions qui existent en fonction de la population étudiée. Après, la problématique qu'on va avoir avec cette échelle, ça va être de savoir est-ce que le patient le réalise à sa sortie de réanimation, puisque effectivement, normalement, c'est 1 mois après qu'on peut faire l'état de ce diagnostic. Est-ce qu'il faudrait qu'on l'envoie au patient ou alors qu'il nous le renvoie par la poste? Donc il y a plusieurs problématiques qui vont être posées quant à l'organisation en tout cas du dépistage. Maintenant, ce qu'on peut faire nous en réanimation pour essayer au moins de prévenir d'abord l'état de stress post-traumatique, ça va être d'agir sur les facteurs de risque donc connus et modifiables et sur l'environnement du patient. Donc en effet, sur une méta-analyse avec 3 articles, il y a effectivement des résultats significatifs sur le fait que la contention est associée à l'association de l'apparition d'un état de stress post-traumatique. Donc on n'oublie pas que la contention du coup est une prescription médicale et doit être réfléchie. Les autres facteurs sur lesquels on peut agir, ça va être le bruit et la lumière. Donc on a certains services, ici on a des boules caisses, c'est vrai qu'on n'a pas de masque pour les yeux, pourquoi pas y penser. Avoir des horloges dans les chambres pour permettre aux patients de se repérer dans le temps, et pourquoi pas des calendriers, à voir. Et également donc tout ce qui est monitorage, donc effectivement dès que le patient n'en a plus besoin, essayer de se débarrasser le plus vite possible de tout ce qui est cathéter, monitorage invasif, etc. Et je vais vous parler également d'un moyen particulier qui s'appelle le journal de bord, qui est préconisé donc, dans les nouvelles recommandations de la HAS et qui commence à faire beaucoup parler de lui. Il y a pas mal de réanimations en France et dans le monde entier qui commencent à l'utiliser.
Donc le journal de bord, qu'est-ce que c'est ? C'est un journal qui est tenu par les soignants, les proches, toutes les personnes en fait qui vont rentrer dans la boucle et qui vont s'occuper, interagir à un moment de la prise en charge du patient et qui va du coup lui permettre de lui expliquer après son passage en réanimation ce qui s'est passé. Donc pourquoi ? Parce que les patients en fait en réanimation ont souvent des souvenirs fractionnés, une mauvaise chronologie des événements, parfois des faux souvenirs, des souvenirs un petit peu reconstruits. Donc pour essayer de remettre un petit peu les idées en place. Et donc l'objectif, voilà, c'est de lui permettre de comprendre ce qui s'est passé lors de son séjour et de potentiellement prévenir du coup certains troubles psychiatriques par la suite. Ce qu'on peut écrire dedans, donc là il n'y a pas de recommandation universelle. Le journal de bord, c'est chaque réanimation qui fait plus ou moins son protocole à lui et qui décide de ce qu'on va pouvoir mettre dedans, qui pourra l'écrire, etc. Et donc ce journal de bord, c'est quand même conseillé de le remettre dans une consultation dédiée à la fin du séjour en réanimation, plutôt que de juste le donner comme ça en main propre aux patients. Donc par rapport au journal de bord, même si c'est préconisé par la HAS, on a encore très peu de recul sur cette pratique. On a certaines études qui sont en faveur, qui ont un effet, qui retrouvent une association significative avec une diminution de la prévalence de l'état de stress post-traumatique avec l'utilisation d'un journal de bord en réanimation, comme dans cette étude du Critical Care en 2010. Et on a d'autres études qui ne retrouvent pas forcément une association, donc, comme dans celle-ci qui avait été présentée dans le JAMA en 2019. Donc c'est encore un concept assez neuf, il commence à y avoir pas mal de papiers dessus, mais il va falloir avoir un petit peu plus de recul et donc le pratiquer pour pouvoir voir si on a vraiment un effet certain dessus. Dans ce qui pourrait expliquer les discordances entre toutes les études à ce propos, ça va être le fait qu'on a certains patients qui vont beaucoup l'utiliser, qui vont revenir lire plusieurs fois leur journal, qui vont vraiment essayer de prendre du recul dessus, tandis que d'autres non. Le fait que ce soit rendu dans une consultation dédiée ou non, ça peut aussi influencer donc, l'impact que le journal va avoir sur le patient. On a certains, et puis dans tous les cas, au vu du facteur humain, donc ça va être très patient dépendant. On pourra même, chez certains patients, décrire dans certaines études, avoir un effet négatif de ce journal. Donc peut-être choisir les personnes à qui on décide de le donner finalement ou non. Et voilà, il n'y a pas eu d'études où ils ont coté également la gravité du patient chez qui on donne ces journaux. Nous, au Kremlin-Bicêtre, alors on n'a pas encore de journal de bord, mais il est en cours de création. C'est Emma Sophie, donc notre psychologue, et François Radiguet, notre neuropsychologue, qui sont en cours d'élaboration du journal de bord. Et donc voilà, vous avez en avant-première la couverture du futur journal de bord qui sera donc utilisé dans le service dans les prochains mois à venir. Donc la HAS se positionne quand même en faveur du journal de bord puisque même si la littérature est discordante au niveau de son impact sur l'état de stress post-traumatique, il y a un effet qui est quand même assez certain sur les autres troubles psychiatriques, que ce soit dépression, anxiété, avec des associations plus marquées que pour l'état de stress post-traumatique. Maintenant, donc, nous en post-réanimation aussi au Kremlin-Bicêtre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider à la prévention et au dépistage de cet état de stress post-traumatique. Donc aujourd'hui, il y a de la prévention qui est réalisée, notamment du coup, par le psychologue auprès des patients, avec donc, l'explication des différents symptômes qui peuvent avoir lieu. S'ils veulent, donc, la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous et d'avoir une consultation avec de retour dans le service. Pour le moment, donc, on n'a pas de consultation systématique qui est prévue, mais ce qu'on pourrait potentiellement prévoir, donc, c'est une mention spéciale pour le médecin traitant dans le CRH pour organiser une consultation à distance en ville. Alors effectivement, lors du Covid, au Kremlin-Bicêtre, ils avaient organisé des consultations de suivi pour les patients sortant de réanimation. Finalement, il y avait très très peu de patients qui revenaient, puisque encore une fois, donc, le symptôme d'évitement fait que les patients n'ont pas envie de revenir dans un service de réanimation. Et donc finalement, peut-être qu'un des acteurs les plus importants dans le dépistage de cette pathologie, ça va pas que être la réanimation, ça va être surtout le réseau en ville qui fera le suivi et qui pourra permettre d'avoir
avec en contact avec un réanimateur coordinateur dans la réanimation, un suivi plus personnalisé et peut-être plus efficace aussi, avec plus de retours et plus de consultations. Et nous, de notre côté, peut-être cibler les patients qui seraient plus à risque de développer un état de stress post-traumatique et de renforcer la prévention à leur rencontre. Donc ça, c'est la position de la HAS par rapport à ces... pardon. Pas la bonne... normalement, sur les recommandations de la HAS, il préconise une consultation de suivi dans les 3 à 6 mois suivant un retour en réanimation. C'est pas la bonne recommandation, mais il recommande la consultation de suivi. Et donc ensuite, on a une méthode qui s'appelle la méthode ABCDEF, plus ou moins GH en fonction des versions, qui permettent de résumer un petit peu toutes les prises en charge qu'on peut réaliser en réanimation pour prévenir l'état de stress post-traumatique, mais tous les symptômes psychiatriques et psychologiques chez les patients. Donc ça va être de gérer la douleur, de gérer donc, tout ce qui va être la prise en charge au niveau respiratoire, donc le fait de pouvoir sevrer rapidement une ventilation invasive, le choix de l'analgésie et de la sédation, le délirium, sa prise en charge, le fait de le prévenir, de le soigner, la mobilisation et l'exercice qui va être assez important, et le fait que la famille soit présente lors de la prise en charge. Alors donc, dans tout ça, je sais bien que ça vous semble être du bon sens, mais on a plusieurs études qui montrent que dans les réanimations, on a vraiment essayé de marquer tous ces différents points, contrairement à des réanimations où le protocole n'était pas vraiment pris très très à cœur, on va dire. Il y avait quand même une réduction par exemple, des contentions de plus de 50%. On avait une diminution aussi des réhospitalisations après un séjour en réanimation de 46%. On avait une diminution de l'état de stress post-traumatique de plus de 40%. Donc c'est des petits gestes mais qui finalement permettent d'avoir de gros effets. Donc voilà, toujours avoir ça en tête. Et enfin, un dernier mot, puisque une hospitalisation en réanimation, en fait, ça ne va pas impliquer que le patient. C'est toute sa famille qui va être embarquée dans cette hospitalisation. Et finalement, en fait, l'état de stress post-traumatique, ça peut également arriver aux proches. Donc pareil, entre les études, ça va être entre 13 et 56%. Et parmi tous ceux qui vont perdre un proche en réanimation, il y a la moitié qui vont développer aussi un deuil pathologique. Donc nous, de notre côté, même si la famille ne fait pas partie de nos patients en soi, ça va être important quand même de les prendre en charge, de prévenir aussi ces symptômes. Et donc, les choses les plus efficaces qui marchent pour le moment et qui semblent aussi être du bon sens, ça va être de les informer le plus possible. On peut leur permettre de participer aux soins. Ça a également ça a montré un impact positif dans certains papiers. Le fait qu'il n'y ait pas de restriction d'horaire, ça qui est assez similaire dans quasiment toutes les réanimations, il me semble. Et le journal de bord, qui a quand même montré une diminution de l'état de stress post-traumatique pour la famille avec l'utilisation des journaux de bord en réanimation. Donc pour conclure, les messages clés, l'état de stress post-traumatique en post-réanimation, donc c'est fréquent, ça doit être dépisté pour permettre aux patients d'avoir un retour à une qualité de vie satisfaisante. La prise en charge psychique, donc elle doit être dès le séjour en réanimation via les différents acteurs du service, tous les acteurs du service, que ce soit l'équipe médicale, paramédicale, les rééducateurs, etc. Le carnet de bord, ça peut être utilisé pour les différents troubles cognitifs et psychiques, donc à voir le prochain qui sera disponible chez nous. La prise en charge va impliquer la famille et les proches. Et enfin, un dépistage à la sortie de la réanimation, notamment chez les personnes les plus à risque, devrait être réalisé avec les échelles validées, plus ou moins un suivi en ville, mais à avoir toujours pareil l'organisation possible en fonction de la disponibilité des équipes, le fait qu'effectivement il faut quand même un certain délai après le passage en réanimation pour avoir un score valide et pouvoir permettre ensuite un suivi plus personnalisé avec le médecin traitant ou un autre acteur en ville. Voilà, je vous remercie.